Santé mentale, tu vas dire, va voir un psychologue, ils vont dire, ouais, t'as cru j'étais fou ou quoi? Exactement. Mais non. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous portez bien, que vous prenez soin de vous surtout. Bienvenue dans l'épisode 2 du Sunday Chat avec Oumou. Aujourd'hui, on va aborder un thème très très important, c'est la santé mentale des jeunes. Du coup, pour parler de tout ça, je suis avec Shannon. Je suis psychologue du travail et je suis experte aussi dans l'inclusion des personnes en situation de handicap au travail, d'où mon intérêt fort pour le sujet. Toutes les deux, on est formées au premier secours en santé mentale. Donc voilà, on n'est pas des médecins, on n'est pas des psychologues, mais en vrai, on a vraiment... Enfin, moi, je suis psychologue. Oui, toi, tu es psychologue, moi, je ne le suis pas. Mais en tout cas, on a vraiment été formés voilà, pour venir, entre parenthèses, en aide aux personnes qui sont en difficulté au niveau de leur santé mentale, qui ne se sentent pas bien. Ça peut être vos amis, ça peut être des gens dans votre famille. Donc voilà, on sait qu'aussi c'est un sujet qui est tabou dans nos communautés. Je vais commencer vite fait avec juste des chiffres pour vous mettre dans le contexte et pour vous dire qu'en fait la santé mentale, elle touche beaucoup de personnes et beaucoup de jeunes parce que selon une étude d'AXA, on a 56% des moins de 25 ans qui seraient aujourd'hui en état de détresse psychologique, donc qui a des troubles anxieux, qui est en dépression, et ça c'est une pour moi c'est une dinguerie. C'est parti? Oui, c'est parti. Pour toi, c'est quoi vraiment la santé mentale? Ça t'évoque quoi en fait? Quand tu me dis santé mentale, ça m'évoque plein de choses parce que tu as décrit tout à l'heure la dépression, les troubles anxieux. Je pense aussi aux troubles psychotiques, on va retrouver les troubles schizophréniques, les troubles du comportement alimentaire. On n'en parle pas beaucoup, mais ça fait partie aussi des problèmes de santé mentale. Il y a aussi les comportements d'addiction et tout ce qui est relatif. Et aussi aux mutuelles. Et encore, il y a encore plein de choses, mais je pense que vu qu'on parle des jeunes ici, pour moi, la prévalence quand même, elle est plus importante pour la dépression et les troubles anxieux. C'est quand même quelque chose qui va toucher le plus de monde, où on est pratiquement sûr que la majorité d'entre nous va au moins passer par des épisodes de dépression ou des troubles anxieux. Je pense aussi qu'on ne sait pas encore reconnaître vraiment la dépression. Il y a déjà des signes qui sont évocateurs. Quand vous voyez qu'une personne, elle a comme un ralentissement dans son comportement, dans sa gestuelle, qu'elle a une profonde tristesse qu'on voit apparaître, qu'elle a aussi une apathie. Ne vous inquiétez pas, on va mettre les termes psychologiques que je vais employer. Il y a aussi tout ce qui est trouble du sommeil et trouble de l'appétit. Soit on n'a pas faim du tout, on n'arrive pas à manger. Moi par exemple, je suis réglée comme une horloge, mais le moment dans ma vie où j'ai eu une dépression, je mangeais pas, ce qui m'a surpris. Oui, il y a une fatigue constante, une fatigue chronique. Est-ce que tu trouves que les jeunes, ils osent dire en fait quand ça va pas? C'est relatif. Je pense qu'à l'ère des réseaux sociaux, j'ai l'impression d'en voir un petit peu plus quand même. J'ai l'impression que la parole s'est libérée. Mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas toujours cette vision négative, ces stéréotypes, même ces préjugés sur la personne qui passe un épisode dépressif ou anxieux, où on va la pointer du doigt. En fait, j'ai l'impression que les réseaux sociaux, des fois, ça aide les gens à se libérer, à dire quand ça va pas. Je vois plein de vidéos de personnes qui disent aujourd'hui ça va pas, est-ce que vous pouvez m'aider? On dirait qu'ils cherchent du réconfort auprès des réseaux sociaux parce qu'ils ont plus l'impression que les réseaux sociaux c'est bienveillant qu'une personne qu'ils vont aller voir à l'extérieur. Les réseaux sociaux, c'est aussi le risque de cyberharcèlement. Exactement. C'est le risque d'encore plus s'isoler et de se sentir seul alors qu'on est sur des thématiques où on se sent déjà très seul. Dans nos cultures, notamment en Afrique, on a souvent entendu sois forte, ça va passer. Pourquoi tu penses que c'est un tabou dans nos communautés? Je pense que ça s'est beaucoup ancré par la culture, par l'histoire, souvent, ce genre de choses. C'est comme ça que la culture se transmet, c'est l'histoire, et c'est l'histoire coloniale, et de l'esclavagisme aussi. C'est beaucoup on va dire, nous, aujourd'hui, qui voulons montrer à l'oppresseur qu'on n'est pas à l'image qu'ils veulent nous attribuer, l'image un peu docile, l'image des personnes qui sont instables. En fait, je pense que c'est de fil en aiguille. Tes parents, ils ont pas forcément... pour eux, la santé mentale, en fait, ça n'existait même pas parce que tu vivais un truc, tu le gardais pour toi, en fait. Tu n'avais pas besoin d'en parler, en fait. Toi, tu as la culture d'Afrique de l'Ouest. Moi, c'est plutôt le Maghreb, donc Afrique du Nord. En plus, j'ai aussi la spécificité d'avoir une double culture judéo-musulmane.
où moi j'ai vu des choses différentes dans les deux communautés, mais qui se ressemblent beaucoup. Mais dans la culture musulmane, par exemple, souvent ils disent que c'est parce que t'as un djinn en toi, parce que t'as eu de la sorcellerie. Exactement. Et du coup, on t'encourage à aller plutôt prier et à te repentir vers ta foi. Ça peut être une grande source de réconfort. Par contre, ça peut aussi nous encourager à ne pas aller vers des professionnels de santé. On peut... Si vous voulez pas aller consulter quelqu'un, allez parler à des gens, allez parler à vos amis. Vos amis, ils sont là pour vous, ils sont là pour vous accompagner. Dans une culture où la santé mentale, c'est tabou. Faut dire la vérité, chez les Renois, c'est tabou de ouf. Si tu parles, mais tu vois, si tu parles de santé mentale, tu vas dire, va voir un psychologue, ils vont te dire, ouais, t'as cru j'étais fou, quoi. Exactement, t'as cru j'étais fou. Je vais vous faire une confidence. Mes sœurs, elles vont voir cette vidéo, mais elles savent pas que j'ai déjà vu des psychologues et tout. Elles savent pas. Non, mais c'est vrai, faut dire la vérité. Elles savent pas parce que j'ai encore ce truc-là en tête de se dire, ah non, j'ai honte et tout, vas-y, j'ai la flemme. Mais en allant voir une psychologue, j'ai pas dit que j'étais folle, hein. Je sais que j'étais pas folle. Moi, je sais que j'avais... Ils vont t'amener à avoir une réflexion sur... Moi, j'avais un trouble anxieux, j'avais tout le temps peur. Avant, je comprenais pas pourquoi j'avais tout le temps peur. Je disais, mais comment c'est possible? C'est ça, les troubles anxieux. Oui, j'ai peur d'un tout petit truc. Et en fait, depuis que je suis allée voir cette personne-là, et bah, genre, elle a su me dire pourquoi, en fait, j'avais toujours peur. Elle a su me faire comprendre pourquoi j'avais toujours peur. Et depuis que j'ai compris, et ben maintenant ça va mieux. Je suis devenue une ressource dans ma famille, donc que quand une personne elle traverse quelque chose de difficile, c'est moi qu'on m'appelle carrément. Oui, est-ce que tu peux aider un tel? Mais oui. Non mais juste pour vous dire en fait, voilà. En fait vous pouvez être la première personne en fait dans votre famille. Faut avoir le courage. Qui va prendre cette initiative là de dire ouais c'est bon moi je me lève, je vais avoir une bonne santé mentale, je vais faire ci, je vais faire ça. Vous allez faire les causes. En plus de votre foi, plus tard que tu vas te rendre compte que bah peut-être que si je vais voir telle personne, elle va m'aider et elle va m'aider à aller beaucoup, beaucoup mieux. Alors, est-ce que tu as déjà eu l'impression qu'on ne comprenait pas ton mal-être? L'année dernière, j'ai eu un épisode à la fois dépressif et anxieux qui étaient diagnostiqués. Et vraiment, je me sentais seule. J'avais l'impression que c'est limite si j'agaçais un peu les gens d'être un peu mollassonne et un peu tout le temps inquiète. Parce que j'avais les deux, donc c'était en plus ça aussi entre les deux. Et vraiment, surtout l'entourage familial qui comprend pas vraiment ce que c'est. Tu dis, ah, mais c'est juste que tu dois changer de travail et que tu dois changer de partenaire et que tu dois juste bouger les choses dans ta vie. Mais c'est pas si simple que ça. Déjà, il y a un travail de prise de conscience. Il faut déjà arriver à se décharger un peu émotionnellement, trouver quelqu'un qui en parle. Et ensuite, tu construis des choses derrière. Je suis neuroatypique et ma particularité, c'est que j'aime tout comprendre et j'aime me faire comprendre. Et ce qui me fait souffrir dans ma vie, c'est de ne pas être comprise. Du coup, je passe mon temps à essayer de comprendre ce que je ressens, le verbaliser, l'expliquer aux autres. Et en plus, j'aime tout théoriser. J'aime que mon monde il soit clair, limpide, que tout soit compréhensible. On va parler des jeunes qui sont du coup à la recherche d'une alternance, d'un job, d'un stage. Est-ce que tu penses que le fait qu'ils ne trouvent pas, et bah, ça a un impact sur eux en fait? Ah mais totalement. Je travaille dans les ressources humaines, hein, je sais comment ça fonctionne de l'intérieur. Je sais que c'est aussi complexe du côté de l'employeur, mais quand même, du côté du candidat, d'envoyer genre 600 candidatures en un mois et que t'as pas une seule réponse, ou alors des réponses automatiques pas personnalisées, t'as pas d'accompagnant, t'as pas de retour, et surtout quand t'as fait un bac plus 5 ou un bac plus 8 ou que sais-je, et que tu te retrouves sans ce premier emploi, alors qu'on te promettait, lorsque tu as commencé ton école, un premier emploi avec un salaire gonflé pour pouvoir repayer ton prêt. C'est pour ça d'ailleurs on a tous fait des bacs plus 5. Mais c'est vrai. Parce que moi on a fait le bac plus 5 parce que tu as le diplôme, tu as le savoir, etc. Mais ça amène plus de compétitivité. Bah oui. Maintenant c'est difficile, le marché de l'emploi il est saturé. Et tu te retrouves face à un mur où tous tes projets, tes rêves, tes ambitions, elles sont vouées au néant. En plus, tu te retrouves dans des situations de précarité. Il y a des jeunes qui n'arrivent même pas à manger. Moi, je suis choquée. Ces jeunes-là, et il y en a beaucoup, mais comment ils font? Comment leur santé... Enfin, comment... Et il y a d'autres facteurs aggravants en plus, parce que, bon, la santé mentale, c'est un problème qui touche tout le monde, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle. Mais je trouve que c'est aggravant quand tu es en plus racisé, parce que tu es plus exposé au harcèlement, à la discrimination, à l'isolement. Et ça peut vraiment amener à des situations de problèmes de santé mentale. Je connais une personne qui a pris 2 ans pour trouver un emploi. Elle arrive à un point où elle avait tellement fait d'efforts qu'elle ne faisait plus rien. Même faire le moindre effort,
c'était impossible. Dire à un point où même se laver, ça devenait compliqué. Et les gens peuvent apporter du jugement de ah t'es sale, etc. Mais c'est pas une question d'être propre ou sale, c'est que le moindre effort devient difficile quand tu as déployé autant d'efforts et que tu te sens seul et que tous tes rêves, tous tes espoirs sont réduits à néant. Vraiment, je sais que c'est difficile et tout, mais n'oubliez pas que le réseau, mais vraiment le réseau, vous avez un réseau autour de vous. Mais n'importe quoi, vous avez un réseau autour de vous. Donc, et accordez-vous des pauses aussi, parce que c'est bien d'avoir des pauses professionnelles. On juge beaucoup les gens, là, par exemple, ceux qui sont en arrêt ou qui font des années sabbatiques, mais si vous avez les moyens de le faire, faites-le parce que ça fait tellement du bien. Et de même, revoir son projet professionnel, que ce soit sur une période plus courte ou plus longue. Il n'y a rien de mal, c'est pas parce que vous avez eu un bac +5 et que vous avez envie d'ouvrir votre coffee shop que c'est quelque chose de grave. Au contraire, il y en a après, ils percent et ils font des coffee shops partout. C'est trop. Qu'est-ce qui peut aider un jeune à prendre soin de sa santé mentale? Déjà, dans un premier temps, parler à quelqu'un. Et comme parfois, ça peut être même un professeur, hein, vous savez, professeur à la fac ou à l'école, ou parfois ça peut être ton médecin. C'est vraiment, c'est totalement aléatoire et c'est en fonction de ce que vous ressentez, du niveau de confiance que vous avez. Mais parler à quelqu'un. Les profs, ils connaissent hyper bien leurs élèves, vous voyez. Des fois, quand on les aime pas, en vrai, eux, ils remarquent. Non, mais c'est vrai. Et des fois, en fait, ils peuvent voir des choses. Donc, quand ils viennent vers vous pour vous dire est-ce que ça va, etc. C'est ça, quand vous tend une fois, deux fois, et troisième fois, prenez-la. Prenez-la. Ça se trouve, cette personne-là, elle va vous aider. Ce prof-là, il va vous aider. Ça va être un. Ou au moins, il va vous apporter une écoute. Il va vous apporter quelque chose. Il va vous apporter une écoute. Donc, vraiment, prenez-le comme un secoureur, en fait. Finalement. Et à l'inverse, quand vous-même vous voyez une personne qui a l'air en détresse, justement de l'approcher et de l'écouter, mais vraiment sans la juger dans ce qu'elle ressent, etc. Et après, ça vient dans une seconde partie d'informer la personne et essayer de l'encourager à aller voir un professionnel, parce que c'était déjà suivi par une thérapeute. J'ai pris beaucoup d'années d'ailleurs à trouver, parce que c'est pas facile de trouver le bon. C'est ça, c'est pas facile de trouver la bonne personne. Et une autre chose qui m'a aidée énormément, bon après, ça c'est propre à moi, hein, mais c'est le sport. En fait, dans des moments où je me sentais isolée et seule, le sport, ça me poussait à aller vers les autres. Moi, je pratique les sports de combat. Donc, on pense que c'est un sport très individuel, mais il y a beaucoup de collectifs. Non, mais il faut dire la vérité, elle est grave forte. Elle est grave forte. Un jour, j'ai fait une séance avec elle. Je suis rentrée chez moi. Je vous jure, les gars, j'ai dormi. Il y a des études qui disent que le sport, en fait, ça aide vraiment, en tout cas, à te sentir bien, mais déjà que ce soit physiquement, mais aussi mentalement. Vous avez vu des épreuves, vous avez vu des épisodes difficiles en termes de santé mentale. Les gars, ça va aller. Faites comme vous le sentez, mais n'oubliez pas qu'il y a des gens autour de vous qui sont là pour vous aider aussi et qui sont là pour vous accompagner. Alors du coup, c'est la fin de cet épisode. En tout cas, j'espère que cet épisode, vraiment, il vous aura plu. L'idée, c'était vraiment de sensibiliser et surtout, en fait, peut-être d'aider des personnes qui vont pas bien en ce moment ou des personnes qui ont traversé des épisodes difficiles concernant leur santé mentale. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous aura aidé. N'oubliez pas que vous êtes votre priorité. Et abonnez-vous à la star, en fait. Abonnez-vous. Pourquoi vous abonnez pas, là? Je te fais un câlin. On se dit à dimanche prochain pour un nouveau thème. Bisous!